Les Maliens votent ce dimanche pour élire leur président. Les opérations de vote ont débuté peu après 8h GMT dans plusieurs bureaux à Bamako. 24 candidats sont en lice, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa se félicite de la croissance économique à la veille des élections nationales qui doivent se tenir demain lundi. On en parlera également dans cette édition. Et puis, crise à la Société des fibres et textiles du Burkina Faso. Le syndicat des travailleurs prend l'opinion publique à témoin et dénonce entre autres le non-respect de l'accord de conciliation tripartite signé en février dernier. Voilà pour les titres. Nous sommes le dimanche 29 juillet de l'an 2018. Bienvenue à tous. Les Maliens votent ce dimanche pour un scrutin présidentiel déterminant pour l'ensemble du Sahel, toujours confronté à la menace djihadiste. Les opérations de vote ont débuté peu après 8h GMT dans plusieurs bureaux installés à Bamako. Dans quelques bureaux de vote sillonnés dans la capitale, les électeurs étaient peu nombreux quelques minutes avant l'ouverture des bureaux. Les quelques 23 000 bureaux de vote du pays doivent rester ouverts jusqu'à 18h GMT et les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a voté dans la matinée à Bamako. Rappelons qu'ils sont plus de 8 millions de Maliens appelés aux urnes pour choisir parmi 24 candidats en lice. À l'issue de leur vote, certains citoyens maliens se sont prêtés aux questions des reporters. Voici quelques extraits. Je suis le premier votant de mon bureau de vote. Je souhaite que le vote se passe dans la sérénité, que dans le calme. Je veux que le pays, je vote pour la paix dans mon pays. Je veux que le vote se passe dans la paix, dans la sérénité. C'est un droit qui est civil. Bon, normalement, tout le monde doit s'acquitter de ça. Donc là, c'est des mesures régaliennes. Bon, cela va de soi en tant que digne fille de ce pays, n'est-ce pas, de se lever de si bon temps maintenant pour venir voter. Voilà. Merci. Le candidat de mon choix. Que le maire gagne. L'ouverture s'est bien passée, mais pour le moment, il n'y a pas assez d'affluence. Comme c'est le petit matin et puis il n'y a plu, il y a eu de la pluie. Bon. Je suis sûr qu'au milieu de la journée, les gens vont commencer à venir massivement pour voter et choisir leur candidat. Restons au Mali pour dire qu'alors que se déroule le scrutin présidentiel, des jeunes Maliens attendent beaucoup du prochain chef de l'État. Ils espèrent que celui-ci va améliorer la situation sécuritaire et créer de l'emploi. Reportage. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour soit reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta ou soit élire un de ses 23 concurrents, dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé. Dans ce pays où moins d'un tiers des plus de 15 ans sont alphabétisés, les jeunes attendent du vainqueur une amélioration de leur quotidien en ce qui concerne la situation sécuritaire et la création d'emplois. Si le nouveau président peut vraiment donner plus de chances aux jeunes et puis de lutter vraiment contre la corruption, je pense que beaucoup de choses iront dans ce pays. Si on peut avoir la paix, ça allait vraiment nous soulager. Parce que quand à un moment je viens du centre, précisément vers Djenin, pour nous rendre là-bas, maintenant c'est pas facile parce qu'on a le peur dans nos cœurs. C'est pas facile pour nous. Voilà. Tout ce que moi je souhaite pour les prochains présidents, bon, quand il vient, il essaie d'abord de régler le problème de sécurité. De 90 à maintenant, concrètement, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui a été fourni pour les régions du Nord en termes d'infrastructure, en termes de développement. Donc parmi tous ces candidats-là, moi je ne vois pas vraiment quelqu'un. Je souhaiterais un jeune. Pour permettre la tenue du scrutin sur la plus grande partie du territoire, plus de 30 000 membres des forces de sécurité nationales et étrangères sont mobilisés selon le ministère de la Sécurité intérieure. Dans le Nord, où l'État est peu ou pas présent, les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 participeront également à la sécurisation du vote. La campagne a été marquée par une polémique sur les listes électorales, l'opposition dénonçant un risque de fraude en raison de divergences entre le fichier ayant servi à l'établissement des cartes d'électeurs et celui mis en ligne.
Mais le gouvernement assure qu'il n'existe qu'un seul fichier expliquant les anomalies par un problème de serveur informatique. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. Les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août. Autre actualité dans cette édition, au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa se félicite de la croissance économique à la veille des élections nationales qui doivent se tenir demain, lundi. Lors de cette sortie, le chef de l'État a déclaré que les Zimbabwéens ouvriront un nouveau chapitre de leur histoire lorsque le ZANU-PF, le parti au pouvoir, remportera les scrutins. On l'écoute. On Monday, this coming Monday, we will win the election. Lundi, nous gagnerons les élections. Nous votons pour l'avenir. Nous ne votons pas pour aujourd'hui ou pour demain. Nous votons pour les générations à venir. Ensemble, nous débloquerons le potentiel de notre patrie bien-aimée. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, pour cette élection générale, tous les partis politiques ont été en mesure d'aller où bon leur semble. Ils peuvent faire campagne où ils veulent, parler à qui ils veulent, parce que nous aimons et nous chérissons cet espace démocratique. Depuis janvier de cette année, notre économie, en termes de croissance du produit intérieur brut, a augmenté. De 2,7%, nous sommes maintenant à environ 4,8% et nous devrions atteindre 6% d'ici la fin de cette année. En Côte d'Ivoire, rebondissement dans le procès de Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité. L'épouse de Laurent Gbagbo, l'ex-chef d'État ivoirien qui avait été acquitté en 2017, va devoir retourner devant une cour d'assises. Des précisions à travers ces images. La Cour suprême d'Abidjan a cassé ce jugement ce vendredi 27 juillet. Déjà condamné en 2015 à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo avait été acquitté lors de son second procès en assises pour cette fois crime contre l'humanité. À l'image de son époux à la Cour pénale internationale, on la soupçonnait d'être à l'origine d'un certain nombre d'épisodes sanglants de la crise post-électorale, comme le bombardement du marché d'Abobo ou le mitraillage des manifestants pro-Ouattara devant la RTI. Mais au terme d'un interminable procès, les jurés ont, semble-t-il, été peu convaincus de l'implication de l'ex-dame de fer de la Côte d'Ivoire au regard de la faiblesse des témoignages et des preuves apportées par l'accusation. L'acquittement prononcé le 28 mars 2017, la partie civile a aussitôt déclaré qu'elle allait se pourvoir en cassation. La Cour suprême lui donna raison sans que l'on ne connaisse pour le moment les motifs de cette décision. Un nouveau procès de Simone Gbagbo pourrait avoir lieu dans les tout prochains mois. Le Soudan du Sud commence à croire en une paix durable après le cessez-le-feu signé il y a un mois et qui tient toujours. Pouvoir et opposition ont signé un accord provisoire de partage de pouvoir cette semaine à Khartoum. Après des négociations rallongées à plusieurs reprises, les deux camps sont tombés d'accord, ou du moins en partie. Reportage. Ce n'est pas encore la paix, mais on s'en rapproche. L'accord provisoire prévoit une transition de 36 mois. Pendant ce temps, Salva Kiir restera à la tête du Soudan du Sud. Son principal adversaire, Riek Machar, quittera son exil sud-africain pour reprendre son poste de premier vice-président qu'il avait quitté lors de sa fuite du pays il y a 2 ans. Dans le détail, pouvoir et opposition se sont entendus sur un partage millimétré des postes clés. Un gouvernement de transition de 35 ministres sera chargé d'appliquer l'accord. Salva Kiir obtiendra 20 ministres, Riek Machar 9. Les autres partis d'opposition se partageront les 6 portefeuilles restants. Une nouvelle assemblée de 550 membres verra le jour avec 332 pour le pouvoir, 128 pour le camp Machar et 90 pour les autres. C'est une grande réussite. Nous avons apporté la paix au peuple. Nous travaillerons dur pour que l'accord soit appliqué à la lettre, a réagi le porte-parole du gouvernement, Michael Makui.
Deux bémols, toutefois, les partis ne sont pas encore entendus sur le partage des postes au niveau local et plusieurs mouvements d'opposition ont refusé de signer l'accord. Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Diadiri Ahmed, a promis que les négociations continueraient jusqu'à un test final dont la signature est déjà prévue le 5 août prochain. Prendre l'opinion publique à témoin sur la crise qui secoue depuis quelque temps la Sofites, la Société des fibres et textiles du Burkina Faso. C'est tout le sens de la conférence de presse animée par le syndicat national autonome des travailleurs des fibres et textiles à Ouagadougou. Le SYNAFITEX dénonce entre autres le non-respect de l'accord de conciliation tripartite signé le 1er février dernier. Des précisions avec Claude Ramba. Le mot qu'on puisse dire, le torchon brûle entre le bureau du syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles, SYNAFITEX, et la direction de la Société des fibres et textiles du Burkina Faso. Les travailleurs de la Sofitex, en effet, s'impatientent de la mise en œuvre de l'accord du 1er février dernier signé par tous les partenaires. 6 mois après, les engagements ne sont toujours pas respectés de la part de la direction de la Sofitex. La bonification d'un échelon des récipiendaires de 2016 au plus tard fin février ou à l'issue d'une session extraordinaire de paye. Le règlement de la prime d'ancienneté de 14 travailleurs au plus tard le 26 février 2018. Autre pomme de discorde, le test de recrutement externe des agents visant à renouveler le personnel. Le SYNAFITEX juge le moment inopportun compte tenu des difficultés que traverse présentement la filière coton. Il prône plutôt une solution à l'interne. Nous proposons donc retenir le reste des 63 agents techniques coton à recruter parmi les candidats au test de recrutement interne par ordre de mérite comme cela a été appliqué à la direction industrielle. Et cela aussi permet de rendre justice à ces personnes qui ont beaucoup donné à l'entreprise. La Sofitex a connu une saison cotonnière 2016-2017 très difficile. Le Burkina entend pourtant retrouver sa place de premier producteur de coton en Afrique, qu'elle a perdu suite aux résultats mitigés de la campagne passée. Elle s'est fixée comme objectif 2017-2018 plus de 800 000 tonnes. Pour atteindre cela, il faudra bien avant régler cette crise et instaurer un climat de confiance. Ouvert le vendredi 27 juillet dernier à Cotonou, le Forum national des jeunes d'Amnesty International du Bénin a pris fin hier samedi. Il s'agit d'un forum qui vise à défendre et à promouvoir les droits humains. Voici les images. À travers ce Forum national des jeunes, Amnesty International Bénin entend aider les jeunes à mener des réflexions et à élaborer une stratégie nationale pour accroître le militantisme au sein de la section Bénin. Ainsi, il s'agira d'élaborer un cadre stratégique de contribution de la jeunesse d'Amnesty International à l'objectif de croissance et à la vision 2020. Ce forum des jeunes est très important parce que ça faisait 4 ans qu'Amnesty n'avait pas pu réunir ces jeunes et c'est l'opportunité vraiment de leur présenter les opportunités du mouvement et de s'assurer que toutes les décisions, que tout ce que nous faisons en tant qu'Amnesty soit basé sur les priorités même des jeunes de tout le pays. Assez sur le thème défis, rôles et implications de la jeunesse, cette rencontre périodique regroupe les jeunes militants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo autour de l'activisme et de la lutte pour le respect des droits humains. 50 jeunes prennent part à ce forum, dont 20 qui viennent du Bénin. On a deux du Togo, une délégation de la Côte d'Ivoire et une délégation du Burkina Faso. C'est vraiment un honneur d'être là. Et comme vous le savez, Amnesty, c'est un mouvement mondial. Donc, il y a cette diversité-là. Donc, le fait d'être là, ça nous permettra de partager notre expérience avec nos frères béninois, également de tirer profit aussi de ceux qui vivent ici, de leurs expériences, afin d'améliorer notre travail une fois de retour chez nous. Ce Forum national des jeunes d'Amnesty International Bénin vise également à capitaliser leur ardeur pour l'atteinte des objectifs de la section béninoise d'Amnesty International. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.